faut dire que ce sommet est d'une importance capitale pour tous les pays du G5 Sahel, mais en particulier pour le Mali. Dois-je rappeler que c'est sur un rapport de la Banque mondiale qui a été élaboré de façon participative avec l'ensemble des États sur la problématique de l'éducation. C'est sur ce rapport que nous avons planché, qui aboutit à 3 conclusions principales. La nécessité d'améliorer le niveau des élèves à l'école primaire et fondamentale. On a fait le constat que dans les pays du Sahel, quand je prends le cas spécifique du Mali, les enfants de 10 ans ont une capacité très faible de lecture. On ne peut pas lire à 10 ans après les premières années à l'école. Dans d'autres pays, le niveau est moins, dans d'autres plus élevé. Pour dire que l'enseignement de base, si on ne donne pas les bases solides aux enfants, leur éducation ne peut pas réussir. Donc il faut investir pour relever la qualité de l'enseignement depuis l'apprentissage. Le deuxième sujet qui a été discuté, c'est comment faire pour que de plus en plus de filles soient scolarisées. Parce qu'elles sont plus exposées que les garçons, même si tout le monde est exposé. La déperdition scolaire portant sur les filles peut compromettre totalement l'évolution de la société. Si on sait le rôle des filles, de la femme, dans l'équilibre social des différents États. Et enfin, le niveau général de l'enseignement primaire et fondamental, comment élever ce niveau pour donner des chances aux enfants d'avoir des opportunités pour le reste de leur vie. Nous avons aussi fait le constat, en liant tout cela avec la situation actuelle, qu'avec le terrorisme et le Covid, la situation s'est compliquée pour les États. En 2020, les écoles ont été fermées partout pendant des mois. Des milliers de classes sont fermées. Des dizaines de milliers d'enfants ne vont plus à l'école. Des enseignants, des dizaines de milliers aussi, ont été obligés de quitter les lieux de travail, ce qui complique encore la situation de l'enseignement. D'où la nécessité d'harmoniser les positions des différents États. Et la Banque s'est engagée à aider les États à investir massivement pour maintenir ou élever le niveau de l'enseignement. Nous sommes entendus sur la nécessité d'investir massivement. Il y a des ratios qui ont été demandés aux différents États. Je dois me féliciter que le Mali, par rapport aux ratios, c'est-à-dire le pourcentage du PIB, du budget national d'une façon générale, qui est consacré à l'école de base, le Mali est parmi les pays qui ont des bons résultats. Mais ça ne nous donne pas satisfaction parce qu'aujourd'hui, on a des pans entiers du territoire où il n'y a pas d'école. Nous avons particulièrement insisté sur cet aspect-là. Nous avons convenu que les techniciens vont continuer à travailler avec la Banque mondiale, les techniciens de l'éducation, du ministère des Finances, pour améliorer les résultats. Voilà les sujets sur lesquels nous nous sommes étendus pendant cette conférence-là. Vous avez donc rencontré aussi le vice-président pour l'Afrique de l'Ouest du Centre de la Banque mondiale. La Banque mondiale, qui vous l'avez dit, est partenaire, donc, est votre partenaire dans le cadre de ce sommet. Qu'est-ce que vous vous êtes dit et quels sont les rapports du Mali aujourd'hui avec la Banque mondiale? La Banque mondiale, je dois rappeler, a repris sa coopération avec le Mali depuis le 6 septembre. L'essentiel des projets qui sont à son niveau sont en examen. Il faut reconnaître qu'il y a des difficultés parce que le système à la banque, c'est que lorsque certains partenaires s'opposent à l'inscription de certains projets à l'ordre du jour des conseils d'administration, cela pose des difficultés. Et nous savons qu'il y a certains partenaires aujourd'hui, pour des raisons qui leur sont propres, qui s'opposent à l'inscription de certains projets de développement du Mali au conseil d'administration de la banque.
Nous avons échangé sur ces questions, mais je dois rappeler et me féliciter du fait qu'on a des accompagnements à caractère urgent aujourd'hui qui sont pris en charge, en tout cas où la banque nous accompagne, la lutte contre le Covid, l'insécurité alimentaire, qui est l'une des menaces qui profile à l'horizon pour les mois qui viennent. Vous savez, il n'y a pas eu de récolte. Là où il y a des récoltes, on les a brûlées. Les paysans ont été empêchés de cultiver. Vous avez la pénurie des produits céréaliers dans le monde. À titre d'illustration, la tonne de blé, il y a un an, se vendait à $180. Aujourd'hui, c'est $400 la tonne. Les conteneurs simples pour transporter les marchandises, les prix sont allés de $25 à 75, sinon plus. Et donc, il y a un risque que dans les mois à venir, il n'y ait pas de produits de première nécessité sur le marché international. Et même lorsque vous les avez, il y aura le problème pour les transporter. Et donc, nous voulons anticiper sur ces questions au niveau de notre gouvernement pour avoir des stocks, en tout cas un minimum de sécurité pour 6 mois, 9 mois, même 12 mois. C'est une question sur laquelle le gouvernement planche depuis quelques mois. Nous avons mis cette question-là sur la table parce qu'à partir du mois d'avril-mai, il faut s'attendre à une situation extrêmement difficile dans notre pays. On dit gouverner, c'est prévoir. Donc ça fait partie des questions urgentes que nous avons discutées. Plus le Covid où nous avons souhaité d'avoir des appuis supplémentaires pour qu'il y ait plus de vaccins parce qu'aujourd'hui, le niveau de vaccination n'est pas satisfaisant. Ça, c'est des questions urgentes sur lesquelles nous avons échangé. Je crois qu'elle est dans de bonnes dispositions aujourd'hui. Pour les autres projets de développement, je crois qu'on va continuer les discussions avec la représentation à Bamako et aussi nos partenaires, parce qu'en fait, c'est lié un peu à la situation politique. Nous savons très bien ce qui se cache derrière ça. En marge de ce sommet ici à Nouakchott, vous avez été reçu par le président mauritanien El Ghazouani, par le président nigérien M. Bazoum. Qu'est-ce qu'on peut retenir de ces différentes rencontres avec ces chefs d'État? Vous savez, à tous les partenaires du Mali, notamment les chefs d'État de la CEDEAO, vis-à-vis desquels nous discutons avec beaucoup de respect et de considération parce que ce sont nos frères et nous savons qu'ils ont un grand souci de la réussite de la transition au Mali. Nous faisons donc le devoir de faire de la pédagogie à toutes les occasions. Nous l'avons fait avec les deux chefs d'État, on a fait le même exercice avec la délégation de la Banque mondiale, on a fait le même exercice avec les Maliens installés en Mauritanie. En gros, voici ce que nous développons. Nous disons à tout le monde que la transition, c'est comme les processus démocratiques. Nous devons éviter, en tout cas c'est l'avis de notre gouvernement, d'avoir un schéma standard de transition appliqué à tous les pays, des délais standards appliqués à tous les pays, 18 mois, 24 mois, 6 mois, pour la raison que les causes qui créent les conditions de rupture de l'ordre constitutionnel ne sont pas les mêmes. Si les causes ne sont pas traitées, on n'aura rien réglé. On va faire les élections pour les élections, mais quelques mois après, on peut se retrouver encore avec une autre rupture constitutionnelle. Quelles sont ces raisons? Quand vous regardez au Mali, j'explique à tout le monde que les militaires ne se sont pas levés du jour au lendemain pour quitter les casernes et venir prendre le pouvoir. Il y a des conditions qui ont conduit à un soulèvement populaire. Si on ne traite pas les conditions qui sont à la base du soulèvement populaire, mais on va installer un gouvernement, ce n'est pas exclu que dans 6 mois après, on revienne à la case de départ, les mêmes causes produisant les mêmes effets. Quelles sont ces conditions? Nous avons eu 4 ou plus de coups d'État en moins d'une décennie. Pourquoi? La première fois en 2012, il y a eu la rébellion. Une partie de l'armée s'est révoltée contre le chef de l'État. Je ne porte pas de jugement, mais c'est un constat. Et donc la problématique
de la tenue de l'outil de défense pour qu'il puisse assumer sa mission était à la base, dit-on, du changement. En tout cas, c'est ce qui est reconnu officiellement du changement de 2012. Il y a eu des pressions, des délais. Quelqu'un a même dit je ne tolérerai pas de report. On a entendu le chef d'État étranger dire ça. On a fait les élections. 7 ans après, changement de régime. Pour quelle raison? Incapacité du chef suprême des armées à assurer la sécurité des personnes et des biens. Quand il est arrivé au pouvoir en 2013, nous avions une insécurité résiduelle dans le nord du Mali. En 2020, l'insécurité s'est étendue à près de 80% du territoire. Donc à peu près la même raison qu'en 2012. Sauf circonstances aggravantes, cette fois-ci s'y a ajouté un autre facteur, l'impunité et la corruption. L'impunité, c'est la disparition forcée de journalistes qu'on ne peut pas accepter dans une démocratie, sur lesquels on a refusé de faire des enquêtes. L'impunité, c'est quoi? C'est que les citoyens ayant exercé des droits légitimes de contestation des résultats d'une élection ou même du pouvoir ont subi la foudre des autorités à travers l'utilisation d'une composante de l'armée contre des citoyens à main nue. Nous avons dit donc, le peuple avait dit en son temps, qu'il ne peut pas laisser ces crimes impunis. Ensuite, vous avez la corruption. En 2013, à la fin de la transition, les autorités de transition avaient estimé le coût de la loi d'orientation et de programmation militaire à 400 milliards de francs CFA. Les nouvelles autorités arrivées en 2013 l'ont revu à la hausse, l'ont ramené à 1230 milliards. Les Maliens ont accepté, l'opposition a voté, parce que pour nous, notre défense n'a pas de prix. 7 ans après, des militaires meurent sur le terrain. On les enterre dans des fosses communes, parce qu'il n'y a pas les moyens de transporter les corps pour les enterrer de façon digne. Les militaires n'ont pas à manger, ils n'ont pas à boire. Bref, les moyens mis à la disposition de l'armée pour l'équiper, les citoyens, à tort ou à raison, estiment qu'ils ont été détournés. L'illustration la plus farfère, c'est la fameuse histoire des hélicoptères. On a budgétisé l'achat de 6 hélicoptères. Les moyens financiers ont été décaissés. Au finish, nous en avons 2. Où sont partis les 4? La question est posée. Les 2 que nous avons eus, quelques semaines après, quelques mois après, on se rend compte que des hélicoptères d'occasion qui ne marchent pas, mais qui ont été achetés au prix du neuf. Ainsi de suite, les avions, la même chose, les camions de transport militaire, la même chose, ainsi de suite, ainsi de suite. Sans compter la grande corruption généralisée dans l'appareil d'État. Donc les citoyens disent la lutte contre la corruption doit être menée de façon implacable. Un autre élément. Et enfin, le soulèvement est parti d'où? L'étincelle qui a mis le feu aux poudres, c'est la contestation des élections législatives de mars-avril 2020. Donc le peuple dit, il faut que je crée les conditions pour qu'il n'y ait plus de contestation ou qu'il y ait minimisé les risques de contestation des élections. Nous disons qu'il faut créer un organe unique pour minimiser les risques de contestation, d'autant plus que les citoyens ne sont plus d'accord que l'administration organise les élections. Et enfin, il y a un fort besoin de réforme. Depuis 2002, depuis 2000, des réformes politiques et institutionnelles sont reportées systématiquement, au point qu'en 2018, à l'issue de la crise électorale suite à l'élection présidentielle, pendant 8 mois, il y a eu la contestation, la CEDEAO est intervenue. Elle a envoyé une forte délégation de haut niveau conduite par le ministre des Affaires étrangères du Nigeria. À la fin de la mission, la CEDEAO dépose un rapport qui dit dans ses conclusions qu'au regard de la situation au Mali, toutes les forces politiques
et sociales sont d'accord qu'il ne faut plus organiser d'élections au Mali sans avoir fait au préalable les réformes. Octobre 2018. Ces réformes n'ont jamais été faites. Ça fait partie des raisons du soulèvement de 2020. Nous disons donc à nos partenaires, tous les éléments que je viens de citer, la lutte contre la corruption et l'impunité, les réformes politiques et institutionnelles, et enfin l'amélioration de la sécurité sur l'ensemble du territoire. Je parlais tantôt d'insécurité résiduelle en 2013, 80% du territoire occupé en 2020. Et donc l'ensemble de ces questions, il faut les prendre et les traiter. Parce que si on ne les traite pas et qu'on fasse les élections pour les élections, on va se retrouver avec un nouveau pouvoir qui peut être renversé à tout moment, on reviendra à la case de départ, s'il n'est pas contesté d'ailleurs le lendemain des élections. Et donc, les causes de la survenue de la transition au Mali ne sont pas les mêmes que dans un autre pays, ou dans un troisième pays, ou dans un quatrième pays, où il y a d'autres conditions qui n'ont rien à voir avec tout ce que je viens de citer, où l'ordre constitutionnel a été rompu à cause des circonstances qui pourraient être circonscrites pendant une courte durée de transition. Au Mali, la durée de la transition doit être définie en fonction de la résolution des maux qui ont été à la base de cette transition. Et c'est à tout cela, rien qu'à cela, que le gouvernement de transition est consacré. Et nous avons dit à nos partenaires que notre bonne foi peut être difficilement mise en doute, d'autant plus qu'aujourd'hui, la lutte contre l'impunité est en cours. Les disparitions forcées de journalistes ont fait l'objet d'inculpations. Aujourd'hui, des mandats sont lancés. Les pertes en vies humaines pendant les manifestations de 2020, ceux qui sont présumés impliqués sont aujourd'hui sous le coup de la justice. Elle dira à la fin ce qu'il en est. La lutte contre la corruption, elle est engagée à divers niveaux. L'organe unique, la loi a été adoptée par le gouvernement, c'est sur la table du CNT pour être votée. Les listes électorales, le ministère de l'administration travaille là-dessus. Quant aux réformes, les assises nationales de la refondation vont en discuter pour que les Maliens aient le sentiment d'avoir tous participé à la définition des éléments du nouveau contrat social qu'il doit y avoir entre les gouvernés et les gouvernants. Et nous avons dit à titre d'exemple que même dans les camps de réfugiés, comme le camp de réfugiés d'Embera en Mauritanie, les camps de déplacés internes, comme dans la banlieue de Bamako, même ceux-ci auront leurs délégués aux assises. Il y aura les débats à la base qui s'ouvrent le 11-12 décembre. La phase finale des assises, c'est du 27 au 29 décembre. Nous disons donc à nos partenaires, à quoi ça sert de mettre la pression sur le Mali, le menacer de sanctions? Parce que les autorités maliennes disent, nous avons besoin de 2 semaines pour que notre peuple se concerte et à la fin des assises, nous reviendrons vers vous en fin décembre, début janvier avec un agenda, un calendrier des élections sur la base duquel nous allons discuter. Nous estimons que nos partenaires, nos frères de la CEDEAO feront l'effort de nous comprendre. 2 semaines dans la vie d'une nation pour un processus de transition aussi incertain, je pense que ce n'est pas exagéré. Voilà ce que je me suis attaché à expliquer à tous nos partenaires. Chacun m'a donné son sentiment. C'est des informations que je me ferai fort de donner au président de la transition pour qu'il en fasse l'usage qu'il souhaiterait. En tout cas, nous avons le sentiment d'avoir accompli notre mission de pédagogie, d'explication, surtout que nos partenaires comprennent le fort besoin chez les Maliens aujourd'hui d'assumation de leur destin. Les Maliens ne souhaitent pas, nous, en tout cas notre gouvernement, le président de la transition, ne souhaite pas donner le sentiment aux Maliens que leur destin se décide ailleurs. Pendant 30 ans, le Mali a été donné un exemple. Même nos transitions passées,
Mais chaque fois, à la fin, on a des surprises. Et donc, nous travaillons pour minimiser les risques d'échec, les risques de surprises désagréables. C'est à cela que nous travaillons. Et donc, ce fort besoin de restauration de leur dignité des Maliens, nous avons dit à nos partenaires qu'il faut en tenir compte. Et enfin, dans le pays aujourd'hui, on ne peut pas aller au champ. Quand on va au champ, on ne peut pas faire ses récoltes. Des citoyens sont attaqués, tués, des dizaines sont tués sur les routes. Mais dans ces conditions, est-ce qu'on peut raisonnablement d'aller parler d'élections dans ces zones-là, sans avoir rétabli un minimum de sécurité? C'est à quoi le gouvernement s'attache aujourd'hui. Voilà ce que nous avons expliqué aux uns aux autres, et je pense avoir été entendu, compris, nous l'espérons aussi. Pour le reste, je crois que nous allons continuer à le faire. On ne se lassera jamais de faire la pédagogie, d'expliquer, jusqu'à ce que un terrain d'entente soit trouvé. Voici ce que j'ai dit. Je souhaiterais que les Maliens comprennent, les Maliennes et les Maliens, même ceux qui ne sont pas d'accord avec l'orientation de la transition. Comme le président l'a fait la dernière fois, je souhaiterais à mon tour lancer un appel à sa suite, à tous les Maliens, vraiment qu'on se donne la main, parce que l'échec de cette transition, ce n'est pas bon pour notre pays, ce n'est pas bon pour les différents acteurs. Merci bien.